La dette au cou, une nouvelle extraite du livre de Grigor Zorab, La vie comme elle est, paru aux éditions Parenthèses. C'était une grande sacoche de cuir noir qu'il trimballait du matin au soir par les rues. Cet éternel sac de cuir était le compagnon inséparable de sa vie. C'était lui qui transportait chaque soir le nécessaire de la maison, du pain, de la viande ou des fruits, et qui, prometteur et ponctuel, dès le pas de la porte, était assailli par deux fillettes qui voulaient en découvrir le contenu. Tout le salaire de ses efforts et le travail harassant de cet homme étaient concentrés dans ce tonneau des Danaïdes qu'il ne cessait de remplir depuis 30 ans, en vain. Le combat de toute sa vie était là, soucis quotidiens comme problème de subsistance. Tout cela avait marqué ce sac toujours rempli de l'angoisse du vide. Ses joies et ses peines s'y trouvaient, ainsi que ses souvenirs. Ce sac avait ses bons et ses mauvais jours. Il semblait, comme son propriétaire, avoir un destin changeant et une âme. Lequel des deux était le maître ? Aux prises avec l'adversité depuis 30 ans, cet homme avait compris que son sac impitoyable avait toujours été son maître. Osepaga était alors un homme de taille moyenne, aux cheveux et à la barbe grisonnants. De commerçant, de boutiquier, il avait peu à peu dégringolé la pente pour se retrouver commissionnaire. De boutique en boutique, de porte en porte, il transportait des collections disparates et concurrentes de tissus imprimés et de linge de maison. Qui pourrait dire qu'il y avait une quelconque harmonie entre l'offre et la demande ? Osepaga jouait en vain toute la journée son rôle de conciliateur, essayant d'amadouer l'acheteur par des arguments persuasifs, affirmant qu'à ce prix-là, la marchandise était bon marché, et de convaincre le vendeur que la vente se faisait à un prix inférieur à ce qu'il réclamait. Et non, l'acheteur et le vendeur s'obstinaient, et Osepaga, découragé, abandonnait la partie. La crise du commerce qu'il connaissait si bien depuis l'époque où il était commerçant l'assaillait de nouveau, s'abattait sur son existence de modeste commissionnaire et le menaçait de la faillite. Ah, s'il avait été seul, quelle importance pour tout cela aurait-il eu ? Mais il avait deux filles qui tournaient vers lui leur regard plein d'espoir, avec tout le charme et la grâce de l'adolescence. Ce n'étaient plus les petites filles d'autrefois, mais des adolescentes intelligentes, remplies d'espérance et du juste désir innocent de découvrir les plaisirs de la vie. Ces filles, tout son bonheur, l'angoissaient maintenant avec leur sourire naïf de jeunes de 14 ou 15 ans, qui lui semblait plein de reproches. Il rentrait chez lui comme un coupable devant ces deux êtres condamnés aux privations, tête basse, comme un pécheur, se composant sur le visage une gaieté feinte et cachant sous ce masque son angoisse d'homme faible et désemparé. Leur petite maison se trouvait sur la colline d'Üsküdar, sur la rive asiatique du Bosphore. Pour un loyer mensuel de 200 kourouches, ils s'y habitaient tous les trois, le père et les deux filles, car la mère était morte depuis longtemps. Le portrait de la jeune femme accroché sur le mur de la pièce donnant sur la rue était le sien. Elle était morte à l'époque où les affaires étaient prospères d'une maladie de la poitrine dont on pouvait déceler les symptômes sur le visage pâle et livide du portrait. Mais son souvenir était encore vivant et il ne se passait pas 2 jours sans qu'on parlât d'elle. La nuit, après que ses filles se retiraient pour se coucher, Osepaga restait encore un peu, seul et silencieux, devant le portrait de sa femme morte prématurément. Le pauvre homme, ruiné, espérait un encouragement du regard fixe dans le cadre doré et un soutien par-delà le tombeau, car de même que son capital diminuait, il sentait ses forces lui manquer de jour en jour. Le matin, il saisissait encore sa sacoche d'une main tremblante, mais il rentrait souvent chez lui sans être parvenu à la remplir entièrement. Sur la passerelle, il traînait derrière les marchands qui lui donnaient parfois du travail, comme s'il lui faisait l'aumône. Parfois,
Il s'enhardisait à se mêler à leur conversation, à donner son avis, un avis toujours en accord avec celui qui parlait. Il ne marchait jamais à la même hauteur qu'eux, mais un peu en retrait, son inséparable sac à la main, et s'il arrivait qu'au milieu des marchandages, quelqu'un insulte l'un d'entre eux, il se mettait encore plus en colère contre l'offenseur, le traitait de menteur et d'escroc pour avoir osé emporter les marchandises de son ami le négociant, un homme si honorable, et avoir refusé de les rembourser. À d'autres moments, il les divertissait pendant leur court instant de gaieté avec des plaisanteries, des petites histoires gentilles. Il les faisait rire dans l'espoir qu'il lui proposerait un petit travail pour le lendemain. Les marchands aimaient ce brave homme qui n'était pas insolent comme les autres, qui ne revendiquait pas son dû en tant que commissionnaire sur un ton de réclamation et qui acquiesçait de la tête à toutes les réductions qu'on lui proposait. Les gros bonnets du tissu imprimé marchaient à petits pas, parlaient tout en cheminant, tous écrasés sous le poids des soucis dus à leur commerce. Les marchands persans, leurs principaux clients, commençaient à avoir leurs yeux distillés. Ils n'arrivaient plus à faire les mêmes bénéfices qu'autrefois sur les tissus d'Ifréchi et d'Étain, ni sur les rouleaux d'américaines, qui étaient plus petits et plus légers car les marchands cherchaient de nouveaux moyens de faire des économies. Après la taxe douanière et les frais d'enregistrement, les commissions leur paraissaient lourdes. À quoi bon un commissionnaire? Ne pouvaient-ils pas acheter ou vendre eux-mêmes leurs articles? À partir de là, d'autres raisons venaient renforcer cet argument. Le commissionnaire n'est qu'un commissionnaire après tout. Il n'est pas le patron de la marchandise. Il ne peut pas vanter aussi bien que le propriétaire la valeur de la marchandise, ni se faire autant de soucis que lui. Et Osepaga, qui venait derrière eux, sa sacoche noircie à la main, tressaillait alors. « Osepaga, ce n'est pas pour toi que nous disons cela, » ajoutaient les marchands. « Toi, tu es notre homme. » Le pauvre homme respirait de nouveau, mais le travail se faisait rare. Gagner son salaire quotidien devenait un tourment et les dettes s'accumulaient autour de lui, au village, au marché, partout. Ses vêtements étaient encore propres et soignés, et à son aspect extérieur, personne n'aurait pu deviner sa terrible déchéance. Et il continuait à transporter son sac dans les allers et retours désormais inutiles, mais il avait honte de le laisser et de le mettre au rencard, de reconnaître publiquement son désespoir. En effet, que diraient les gens s'ils le voyaient à présent les mains vides? Plus tard, à court d'argent, il voulut emprunter de pièces d'or au marchand dont il était le coursier, mais il reçut une réponse négative. Il lui devait 5 pièces d'or. Il fallait d'abord payer cette dette-là. Ce même soir, il vendit sa petite montre en cuivre contre 30 courouches et put de nouveau, du moins partiellement, remplir son sac. Chez lui, il paraissait content et gai. Parfois, ses filles lui posaient des questions sur sa situation, dissimulant en elles leur intuition et leurs pressentiments. « Comment vont tes affaires, papa ?» demandait l'aînée. Et la cadette, une jeune fille au teint de lys et aux yeux bleus qui était tout le portrait de sa mère, ajoutait « Ne tarde pas à rentrer. » Le père riait, mais non, les affaires ne marchaient pas mal. À partir de maintenant, grâce à Dieu, ça irait mieux. Demain, reviens de bonne heure et emmène-nous faire un tour. Et le malheureux père promettait, il promettait tout. Il reviendrait de bonne heure et il les amènerait faire une promenade, ces pauvres orphelines qui enduraient des privations et qui passaient leurs plus belles années dans le besoin. Imaginez un voyage où le plus beau paysage est le seul passage d'un tunnel aux parois rugueuses et sombres et au bout duquel on ne voit jamais le rayon de lumière que l'on espère. Et très tôt le matin, il partait à Bolise par le premier bateau, serrant sous son bras fatigué sa sacoche vide, cet éternel ennemi sans cesse avide qu'il n'avait jamais pu rassasier depuis 30 ans, et là, sous son bras, il la serrait comme s'il voulait l'étrangler et détruire aussi son ventre famélique. Il n'y avait pas de travail à Bolise. Le reste de l'argent de sa montre avait été dépensé dans les trajets et l'instant fatidique approchait à une vitesse effrayante où les derniers 30 paras qui lui servaient à descendre de Kuzundjuk pour aller à Bolise courir derrière un espoir, car aujourd'hui, même courir derrière l'espoir, se payer n'existerait plus. Alors, cette question qu'il se posait
Il ne pouvait pas échapper à l'obligation d'y répondre. Elle s'imposait à lui, énorme, s'inscrivait en lettres géantes dans l'air et avançait partout devant lui en s'accrochant à son regard. Comment faire lorsque l'on manque d'argent pour acheter du pain et qu'on doit rester debout, immobile dans un coin, parce qu'on ne peut pas payer la traversée en bateau? Tout en marchant dans les rues, Osepaka agitait ses problèmes dans sa tête et tentait de les résoudre. Prenant conscience de sa sacoche qu'il sentait vide sous ses doigts, il s'imaginait aussitôt transporté chez lui, auprès de ses chers enfants, et il oubliait un instant ses soucis, sa situation de mendiant affamé, pour devenir riche et puissant. Il quittait sa petite maison pour offrir une demeure plus confortable à ses enfants. Il leur achetait de nouveaux vêtements, de nouveaux chapeaux, toujours plus, encore plus, même que les jeunes filles le souhaitaient, et il se réjouissait en voyant l'allégresse sur leur visage. Comme le bonheur était à la fois simple et difficile à atteindre. Sous sa main, le sac avec son cuir rugueux et troué tremblait et le ramenait en le réveillant à la réalité, comme un créancier avide. Il en vint finalement à ruser pour vivre. Ce furent des meubles qu'il emportait sous prétexte de les faire réparer et qu'il vendait pour moins que rien afin de subvenir aux besoins de la maison. Chaque jour, des démarches de plus en plus nombreuses dans des boutiques différentes, auprès des vendeurs différents, de nouvelles relations et amitiés pour acheter à crédit. Enfin, des heures d'attente pour obtenir de quelqu'un le prix du billet de bateau. Tous ces vains efforts pour remplir, au moins en partie, sa sacoche exigeante qui l'agrippait encore, sans raison, sans nécessité d'un geste machinal. Ce matin-là, sa fille aînée lui tendit le sac. « N'oublie pas la viande comme hier et rapporte aussi quelques fruits et du fromage. » Et derrière son père, qui se hâtait de s'enfuir, elle poursuivait son interminable litanie de requêtes futiles. Sous l'effet de sa démarche précipitée et saccadée, la sacoche agitée de soubresauts émettait des gargouillements de ventre vide et poussait des sanglots. Les 3 pièces de 10 sous qu'il serrait bien fort dans sa poche, angoissé à l'idée de les perdre, allaient l'emmener à Bolis. Mais comment reviendrait-il ce soir? Et il regrettait ô combien d'habiter à Ouskoudar, où il ne pouvait se rendre à pied et où ni le plus grand courage ni les meilleures intentions du monde ne suffisaient à le ramener chez lui, même les mains vides. Sur le bateau, il s'assit à l'écart des gens qu'il connaissait, à l'autre bout, là où il n'y avait pas de siège, à côté des miséreux. Il posa sa sacoche tout près de lui, en lissa les plis d'une main pleine de sollicitude, puis il fixa son attention sur le pof-pof des roues. Ce refrain le détourna de ses préoccupations. Les roues avaient toujours au cours de leur cycle un instant d'hésitation avant d'entamer une nouvelle rotation. Une mélodie particulière prenait forme ainsi. Pof, 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 pof. Il suivait dans sa tête cette musique étrange et il en éprouvait du plaisir. Il n'y avait rien d'autre à cet instant dans son cœur et dans sa tête que ce bruit mystérieux. Qui était-il? Que cherchait-il sur ce bateau? Où allait-il? Il n'en savait rien. Il n'en savait vraiment rien. À Bolis, il rencontra ces marchands. Il ne trouva que des visages renfrognés et moroses dont la vue seule lui fit ravaler ses paroles. Il erra dans le marché sans rien dire à personne. Il jeta quelques coups d'œil à l'intérieur des boutiques, puis s'arrêta environ un quart d'heure devant les vitrines des bijoutiers, ébloui par les parures de diamants. Il n'avait jamais pu en offrir une à ses filles. Il se souvint alors qu'elle l'attendait. Il demanda l'heure, il faisait nuit, il se mit à courir, il était en retard. L'heure n'était plus aux vaines hésitations et à la fierté, il fallait du pain et il devait en demander à la première personne connue qui se présenterait devant lui. Étrange, lui qui connaissait tant de gens, il ne rencontrait personne. Ah, bien sûr, l'homme qui se dirigeait vers lui, il le connaissait. C'était un commerçant qui avait été autrefois son concurrent, mais il ne se saluait plus depuis longtemps, depuis des revers de fortune. Cet autre-là aussi, qui passait maintenant d'un pas rapide à côté de lui, il le connaissait. Jadis, il s'était même porté garant de lui
mais il avait refusé il y a quelques jours de lui donner une pièce, et aujourd'hui, il était passé à côté de lui en détournant la tête comme un fuyard. Seul un vieillard le salua, un plus malheureux que lui. Arrivé au pont, il s'arrêta, il ne pouvait plus passer, il n'avait pas 10 sous. Il se rendit compte à cet instant que quelque chose lui manquait. Il chercha dans sa tête et en trouva la raison. Il avait oublié son sac quelque part. Il revint sur ses pas, se mit à courir. Pourquoi faire? Il flottait sur la mer, à la surface des eaux. Il était bercé, il oscillait, allongé sur le dos. L'homme était corpulent, ses yeux écarquillés comme étonnés, le regard fixe, obstinément tourné vers le ciel, où, comme une énorme pièce d'argent toute ronde, brillait la lune, la pleine lune. Un sac de cuir enserrait le cou de l'homme et flottait à côté de lui, entraînant parfois la tête sous l'eau, qui réapparaissait aussitôt à la surface dans un effort pour se libérer du poids du sac. À la surface de la mer, argentée comme un miroir, le corps avec le sac pendu au cou de l'homme ressemblait, au loin, à un vaisseau traînant une barque derrière lui. Dans l'eau, ils étaient tous deux unis, de même que dans la vie, ils n'avaient jamais été séparés. Ce lien restait en tout lieu indissoluble. Le sac de cuir, rempli de pierres, ne craignait pas désormais d'être vide. Son ventre était rassasié, replé, gonflé. Sa place n'était plus sous le bras de l'homme où il avait passé tant d'années, plié, écrasé et étouffé. Non, avec cette impitoyable obstination, son vide désespérant, il incarnait le poids de la dette autour du cou de l'homme, là où il se mourait en ce moment, à sa juste place. Comme un exilé heureux pour la première fois depuis 30 ans de retrouver sa terre natale et de s'y reposer, le sac caressait et frôlait le visage de l'homme, de sa peau rugueuse à chaque ondulation des vagues.